Plus de 4 ans après le déclenchement de son invasion en Ukraine, Vladimir Poutine pourrait être en train de perdre la main. Dimanche dernier, lors du congrès de son parti, puis dans une rare interview accordée à la télévision d'État, le président russe a rompu plusieurs semaines de silence sur la crise de carburant qui frappe le pays, admettant, je cite, une certaine pénurie, un aveu inhabituel de la part du chef du Kremlin. Pour en parler, je suis en compagnie d'Elena Voloshin. Bonjour. Bonjour Guillaume. Vous êtes journaliste, ancienne correspondante à Moscou. Vous avez reçu le prix Albert Londres pour votre ouvrage Propagande, l'arme de guerre de Vladimir Poutine aux éditions Autrement. Paul Gauguot, journaliste également, auteur de Moscou Parano, la Russie de Poutine mise à nu aux éditions du Rocher. Bonjour. Une crise donc du carburant en Russie. La Russie, c'est un paradoxe, est l'un des principaux producteurs de pétrole au monde et pourtant il y a aujourd'hui la queue devant les stations-service. Elena Voloshin. Oui, tout à fait. Il y a des rationnements dans beaucoup de régions russes. Ceci, non pas parce que la Russie produit moins de pétrole ou a moins de pétrole dans son sol, mais parce que les raffineries russes sont régulièrement frappées désormais par des drones ukrainiens. L'Ukraine s'est donné désormais cette stratégie d'attaquer en profondeur. Il y a des salves de drones absolument inédites depuis le début de cette guerre à grande échelle. Et donc, ça provoque une crise de carburant. Et donc, effectivement, Vladimir Poutine, qui est spécialiste dans l'art de nier des évidences, ne peut pas le nier puisque les Russes vont à la pompe et voient qu'il n'y a plus de carburant. Alors, dans son propos qu'il a donné à ce propagandiste Pavel Zaroubine pour son émission hebdomadaire qui loue son culte de la personnalité, ça s'appelle Moscou Kremlin Poutine, c'est diffusé tous les dimanches et donc c'est dans ce cadre-là que cette interview a été accordée. Il dit que la situation reste sous contrôle, qu'il y a un déficit mais qu'il est temporaire et pas critique, que la Russie va restaurer ses capacités. Il parle aussi de la défense antiaérienne russe qui a été mise à mal par ces salves de drones et il dit que l'industrie de l'armement a de quoi produire des défenses antiaériennes et qu'il faut juste lancer une production plus massive en série. Donc en fait, au final, ce propos sur lequel il y a eu un effet de loupe chez nous évidemment, entre dans un contexte plus vaste où Vladimir Poutine est toujours dans son rôle de rassurer et de dire que tout va bien et que finalement ce n'est pas si grave. On l'écoute d'ailleurs dans une déclaration adressée aux membres du congrès de son parti Russie Unie. Je traduis. Nous devons minimiser les conséquences des attaques terroristes sur nos installations civiles et nos infrastructures. Dans l'intérêt des consommateurs, une interdiction totale et temporaire des exportations d'essence et de carburant pour avions a été instaurée. Nous envisageons également la possibilité d'interdire l'exportation de diesel. Et bien sûr, nous avons conscience des difficultés auxquelles les agriculteurs doivent faire face. Durant cette période, tous les efforts doivent être entrepris pour garantir l'apport en combustible pour le secteur agricole. La récolte en dépend. Oui, Paul Gauguot. là, en fait, moi, je découvre ces derniers jours, parce que malheureusement, je ne peux plus aller en Russie, l'ampleur des dégâts finalement. Et je me rends compte que ces pénuries, je voyais encore hier que ces pénuries concernaient toute la vie quotidienne. Et c'est aussi pour ça que Vladimir Poutine, il en parle et qu'il met des mots sur cette situation. Parce que, c'est ce que disait Elena, vraiment, tout le monde ressent la chose. C'est les Alors, taxis. ressent quoi donc? Alors, les pénuries de carburant. Oui, mais en fait, alors, j'ai découvert, peut-être que nous, on le vivrait aussi de cette façon-là si ça arrivait en France, qu'il y a un côté un peu psychologique à vous lever le matin et à vous dire, mais je vais pas pouvoir trouver du carburant. Enfin, on l'a déjà vécu d'ailleurs en On France. l'a vécu en France. Je vais pas pouvoir trouver du carburant pour ma voiture. Et il y a quelque chose d'assez angoissant, du coup, pour la population de pas avoir de perspective dans cette situation-là. Et puis ensuite, ça concerne les bus, les taxis, les tracteurs, les véhicules qui enlèvent les déchets. En fait, ça concerne toute la vie quotidienne et ça se dégrade très rapidement. Et pendant des mois et des mois, les Russes voyaient que les Ukrainiens touchaient méthodiquement les raffineries, mais ils ne voyaient pas forcément trop de conséquences sur leur situation. Et là, vous avez cette double conséquence, celle du quotidien et puis accessoirement celle des vacances, parce que les vacances en Crimée, ça se présente assez mal cette année pour les Russes. Est-ce que ça veut dire, Elena Voloshin, que cette situation, elle va perdurer malgré donc les dénégations, les tentatives de relativiser les problèmes
qu'est en train d'effectuer le régime? Là, a priori, les Ukrainiens ont les moyens de frapper. Zelensky l'assume et c'est la première fois qu'il l'a dit aussi ouvertement. Il a dit on n'a pas voulu cette guerre, mais si notre Ukraine brûle, votre Moscou brûlera aussi. Donc il y a comme un changement de doctrine et d'échelle aussi de cette guerre. L'Ukraine fabrique des drones en masse. Ils ont des missiles Scalp, des missiles Storm Shadow qui leur permettent aussi de frapper en profondeur et la défense antiaérienne russe. Et donc, oui, cette situation risque de durer. Alors moi, je voulais réagir un peu sur les files d'attente aux stations-service parce que ça m'évoque cette image lorsque le 24 février, j'étais à Belgorod, à la frontière avec l'Ukraine et que la guerre venait de commencer. La première chose que j'ai vue en ville, ce sont des files d'attente aux stations-service. Donc la file d'attente à la station-service, c'est aussi l'un des premiers révélateurs de l'état de guerre. Alors je projette peut-être beaucoup, mais néanmoins, je pense que c'est quelque chose qui a aussi vocation à faire prendre conscience aux Russes du fait que leur pays est en guerre, du fait qu'ils vont réellement maintenant subir cette guerre. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine, dans cette interview à Pavel Zarubin, l'a dit, c'est aussi un acte de guerre informationnelle. Et ça, c'est très important parce que lancer des salles de drones et que Poutine réagisse en disant « mais c'est une guerre informationnelle », non, c'est une guerre réelle et physique. Mais ce qu'il veut dire par là aux Russes, ça a vocation à nous diviser et il faut que nous restions unis. Mais alors, justement, Paul Gogo, parce que le discours du Kremlin, était-ce une réalité ou pas, je vous pose la question, mais consistait à dire, bon, finalement, la Russie s'est adaptée et la Russie va bien. Alors, plus de marque occidentale, mais on se débrouille sans marque occidentale ou alors avec le marché gris. Plus de possibilités donc de voyager à l'étranger comme on le faisait auparavant, mais on a trouvé des moyens de détourner ça. Et puis surtout, une économie qui allait plutôt bien parce qu'elle est soutenue, elle est dopée par l'effort de guerre. C'est pas vrai ? Alors, c'est vrai que ça fait partie de la rhétorique du Kremlin depuis 2014, hein, même de dire que les sanctions peuvent peut-être atteindre un petit peu la Russie, mais que ceux qui subissent le plus les sanctions sont en fait ceux qui décident de ces sanctions, les Occidentaux. Ça, c'est quelque chose d'assez important pour Vladimir Poutine. Ensuite, les deux sont vrais, c'est-à-dire que oui, le Kremlin a mis en place des plans pour contourner ces sanctions, pour développer certaines industries dans son propre pays, ce qui a pris du temps, mais depuis 2014, le Kremlin a trouvé du temps pour faire tout ça. Pour autant, les sanctions avaient des conséquences. Enfin, là, on est entré dans cette période avec plein de colère sociale un peu visible, mais dans un moment où il y avait déjà en fait beaucoup de frustration dans la société. L'inflation est forte depuis déjà un bon moment dans ce pays. Et il y a beaucoup de sujets on avait aussi beaucoup parlé des blocages Internet. Il y avait beaucoup de sujets en fait qui touchaient déjà les Russes au quotidien et qui étaient liés ou bien aux conséquences politiques de la guerre de répression par le Kremlin, ou bien par les sanctions. Donc non, les sanctions avaient de l'effet, mais les sanctions, c'est un effet sur le très long terme. C'est sûr que quand vous touchez méthodiquement les raffineries du pays pendant des semaines et des semaines, il y a un moment où l'effet, il est immédiat et très visible. Bon, il y a en tout cas une date qui est une date proche, c'est celle des élections de septembre 2026. C'est le congrès de Russie unie, la formation présidentielle, avec un parti qui prépare les législatives. Les législatives, c'est du 18 au 20 septembre prochain, Elena Voloshin. Oui, alors moi j'appelle pas ça des élections. Faut vraiment le mettre entre guillemets, c'est un rituel en fait. Et toutes les élections sont des rituels en Russie, qu'elles soient présidentielles, législatives, régionales, visant à reconduire ce régime. Mise en scène, mais les mises en scène sont importantes. C'est important, sinon on les ferait pas. Donc en fait, c'est bon là toujours de dire que la Russie est une démocratie qui respecte tous les règles et les adages des démocraties. Et donc oui, on fait des scrutins. Il y a 4 partis admis au Parlement qui passent généralement la barre des 5%. Les 3 partis dits d'opposition sont des partis d'opposition systémique, donc admis par le régime, qui souvent d'ailleurs sont même encore plus dans la ligne la plus dure pour faire passer plus radicaux voilà, le régime pour un modéré. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement figé et il n'y a aucun enjeu. Bon, mais depuis des décennies, il y a des kremlinologues, et alors les kremlinologues, ils savent décrypter des résultats, y compris pour des élections qui sont des mises en scène. Si vous voulez, tout le processus de fraude électorale se fait entre les scrutins eux-mêmes. Le verrouillage de la société, le fait que tous les fonctionnaires, les étudiants vont voter, enfin sont tenus d'aller voter soit pour Vladimir Poutine, soit pour le parti Russie Unie, que les candidats d'opposition soient systématiquement pas admis, voire qu'on sorte un candidat d'opposition du chapeau qui va justement faire figure d'opposant et puis en fait ensuite il ou elle d'ailleurs disparaît. Donc voilà, encore une fois, ce sont des mécanismes qui sont
rodés, figés, mais qui sont en fait, en plus, qui se répètent d'une élection entre guillemets à l'autre. Par exemple, moi, j'ai filmé plusieurs fois en Russie des gens qui allaient se réunir pour des meetings de campagne de Vladimir Poutine et qui ensuite ont distribué des billets et qui étaient recrutés sur des sites de figurants. Et ça, c'est quelque chose qui a lieu pareil d'un scrutin à l'autre. Donc, ce sont vraiment des mécanismes très rodés. Avec tout de même, Paul Gogo. Évidemment, hein, j'ai pu constater tout ça aussi, mais il y a tout de même visiblement eu quelques interrogations au sein du Kremlin, en tout cas au sein des gens qui organisent ce rituel, étant donné le contexte social actuel, que ce soit les blocages d'Internet, que ce soit maintenant ces pénuries d'essence, parce que ce qui est assez fascinant dans la façon dont ces élections sont organisées, c'est que le Kremlin a la main sur tout, il est capable de manipuler tous les chiffres. En plus, le vote par Internet maintenant est quelque chose qui est... Enfin, les Russes sont poussés à l'utiliser et ça facilite la fraude. Mais pour autant, ils ont quand même besoin que des gens viennent se rendre au scrutin un minimum, qu'il y ait un minimum de popularité dans ce scrutin. Et donc, ceux qui sont chargés de concevoir cette sorte de ces scrutins n'aiment pas trop la situation sociale actuelle et s'en inquiètent un petit peu. Bon, mais Elena Voloshin, on a l'habitude de dire que Poutine ne cède jamais. Est-ce que là, il est en train de céder ? Est-ce que c'est un aveu de faiblesse malgré tout ? J'ai pas entendu d'aveu de faiblesse, j'ai entendu le fait qu'il... Il y a un problème. Non, il y a un problème, oui, mais si vous me demandez dans son propos à lui, j'ai pas entendu un aveu. J'ai entendu quelqu'un qui était forcé de dire qu'il y avait un problème parce qu'il y en a objectivement un. Après, tout le reste de son discours, encore une fois, c'est de dire que on est unique, on vaincra, etc. Sur les élections, le parti Russie Unie, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il est particulièrement impopulaire parce que les Russes fédèrent leur colère, en fait, et concentrent leur colère vers justement les députés, les échelons inférieurs du régime. Et donc là, l'enjeu, c'est que c'est plus difficile à frauder au niveau des élections législatives. Souvent, les chiffres sur Russie Unie ne sont pas de 80% ou de 85% comme pour Vladimir Poutine. Ils sont plutôt de l'ordre de 60%. Donc en fait, la marge, si vous voulez, où on ne peut plus frauder et on doit admettre 5 à 10% de vote réel, elle se situe à cet endroit-là. Et donc, c'est effectivement peut-être juste plus difficile à organiser bureaucratiquement et administrativement pour le régime. Paul Gogo, il y a un mot qui est apparu, qui est réapparu plus exactement, que vous allez prononcer mieux que moi, c'est le mot Novorossia. Ah, Novorossia, oui, c'est quelque chose. Alors, avec Elena, on pourrait vous en parler un bon moment parce que ça nous ramène un peu aux racines de ce conflit. Ça nous ramène à 2013-2014, quand ce mot a commencé à être... en gros, c'était l'argument principal du Kremlin. C'était son projet, on va dire, dans le Donbass. Novorossia, c'est un territoire qui est censé lier, en gros, Rostov en Russie à... En gros, la Moldavie, en passant donc par tout le sud de l'Ukraine, par le Donbass notamment. Ça veut dire Nouvelle-Russie. Nouvelle-Russie. Et donc, c'était un peu vendu comme ça, c'était un peu un retour vers le passé qui était vendu aux gens du Donbass en 2014 pour les motiver à rejoindre la Russie, en tout cas se soulever avec la Russie contre l'Ukraine. Il se trouve qu'à l'époque, ça n'avait pas parlé à grand monde parce que c'était quand même un projet presque idéologique dont tout le monde se foutait, qu'on avait oublié depuis très très longtemps. Mais Vladimir Poutine en parle très régulièrement et pour lui, visiblement, c'est encore un projet aujourd'hui, mais qu'il n'est pas capable de réaliser pour le moment. Mais alors, Elena Voloshin, les relais du Kremlin, là aussi, vous allez nous dire ce que vous en pensez, mais explique que Novorossia, c'est aussi une réponse aux difficultés de gestion de ces territoires dans l'après-empire. C'est-à-dire que l'éclatement de l'Union soviétique a provoqué aussi des difficultés supplémentaires pour des populations qui se sont retrouvées en Ukraine, ailleurs, et la Russie profite de cela. Alors, non, ça ne correspond pas exactement à la vision que j'en ai, ou du moins de ce que j'en ai entendu, y compris d'historiens du Donbass avec qui j'ai pu parler de ce projet-là, parce que c'est effectivement le nom qu'avait cette région de l'Ukraine à l'époque tsariste, au 19e siècle. Il y avait la Novorossia au sud et à l'est, et la petite Russie sur une grande partie du reste du territoire. Non, ce n'est pas une réponse de la Russie à une quelconque difficulté qu'avaient les gens dans ces régions-là. C'était une région minière.
qui a été de fait intégrée, enfin pas intégrée, mais qui faisait partie de l'Ukraine indépendante après la chute de l'Union soviétique, parce que c'était les frontières de l'Ukraine socialiste soviétique de l'Union soviétique. Et donc, cette région faisait l'objet de la convoitise de la Russie, qui considère que c'est une marge de l'Empire et qui considère qu'elle doit la récupérer parce que, historiquement, justement, ça faisait partie de l'Empire russe. Il faut savoir qu'il y a 2 grandes catastrophes pour Vladimir Poutine dans l'histoire de Russie. C'est 1917, la révolution bolchevique, et 1991, la chute de l'Union soviétique. Donc, c'est la chute des 2 empires. C'est ce qu'il cherche à restaurer. Après que les criminologues disent que oui, ces populations étaient non seulement en difficulté, mais opprimées, voire étaient menacées par un génocide de nazis ukrainiens. Bon, si vous voulez, c'est un discours propagandiste, mais c'est vrai que Vladimir Poutine, dans son idéologie et dans sa vision politique, c'est un expansionniste, c'est un impérialiste, c'est quelqu'un qui considère qu'il doit soumettre par la force des gens qui doivent être inféodés, qu'il appelle d'ailleurs petits Russes, en parlant de Novorossia et de Malorossia, la petite Russie. Les impérialistes russes aujourd'hui, héritiers de la tradition blanche, appellent les Ukrainiens des petits Russes. Est-ce qu'il va devoir revoir ses ambitions territoriales à la baisse, Paul Gauguin? En fait, les ambitions ont un peu évolué en permanence, parce que les objectifs de guerre du Kremlin, en réalité, on ne les connaît pas réellement. On a entendu plein de choses. Il a eu plein d'objectifs, il a plein de rêves et de fantasmes, Vladimir Poutine, mais tout ça se confronte à une certaine réalité, la réalité du terrain. Et donc moi, j'étais assez étonné, d'ailleurs, qu'il ressorte ces derniers jours ce mot de Novorossia, parce qu'il en est totalement incapable de reconstituer la Novorossia aujourd'hui. Moi, dans l'immédiat, il me semblait que l'objectif actuel du Kremlin, c'était surtout de conquérir la fin de la région de Donetsk pour avoir le contrôle de l'ensemble du Donbass, ce qui est l'objectif le plus minimal qu'on puisse imaginer dans ce conflit, compte tenu de ce qu'on a pu entendre jusqu'ici. Donc non, Vladimir Poutine essaye il continue de parler de ça parce que ça nous ramène encore une fois aux racines de ce conflit en 2014. Mais à mon avis, c'est de l'ordre du fantasme aujourd'hui. Et ça m'étonne qu'il en parle parce qu'il va être incapable de réaliser la chose. Et donc c'est assez étonnant de voir qu'il met encore tout ça sur la table. Paul Gauguin, Moscou, Parano, la Russie de Poutine, mise à nu, aux éditions du Rocher, Elena Volochine, Propagande, l'arme de guerre de Vladimir Poutine aux éditions Autrement. On se retrouve aux environs de 8h20. Vous serez rejoint par Sylvain Tronchet, qui est l'envoyé spécial permanent de France Culture à Moscou. Et on évoquera aussi d'autres problèmes qui affectent la vie quotidienne des Russes, les coupures d'Internet, et puis de manière beaucoup plus sensible, les attaques de drones qui se multiplient et qui sont, nous dit le New York Times aujourd'hui, largement minimisées par le Kremlin. 8h sur France Culture. Les matins de France Culture. Guillaume Erner. La situation en Russie, on l'a évoqué avec nos 2 invités, les journalistes Paul Gauguin qui a publié Moscou Parano aux éditions du Rocher, Elena Volochine qui a publié Propagande, l'arme de guerre de Vladimir Poutine aux éditions Autrement. Un certain nombre de questions qui se posent, notamment autour de la pénurie d'essence d'une population qui fait entendre son mécontentement. Et puis nous sommes en duplex avec notre envoyé spécial permanent à Moscou, Sylvain Tronchet. Bonjour. Bonjour Guillaume. Sylvain, vous revenez de Crimée. Qui avez-vous observé ? J'y ai vu une région qui, donc la Crimée annexée en 2014 illégalement par la Russie, qui jusque-là avait été, ça paraît un peu étrange à entendre vu de France, mais relativement épargnée par la guerre, au sens où, par exemple, pour les Russes, moscovites, il était encore tout à fait naturel et normal d'envisager d'aller passer ses vacances en Crimée. Dans l'imaginaire russe, en plus, la Crimée, c'est le pays de cocagne, où vraiment on va passer ses vacances parce que tout y est bien, tout y est confortable. Et là, d'un seul coup, en quelques semaines, cette anormale normalité s'est effondrée. Il n'y a plus de carburant sur la péninsule, c'est-à-dire que les stations-service sont fermées, clairement. Des gens font des centaines de kilomètres pour aller faire le plein. Le marché noir fonctionne à plein. L'essence se revend à 5-6 euros le litre à peu près, ce qui, encore plus dans l'environnement russe, est stratosphérique. Il n'y a plus d'électricité sur la moitié de la péninsule à peu près. Les trains ne circulent plus. Enfin, la vie est totalement désorganisée. Les touristes ont fui. Il n'y en a plus, clairement, et la Crimée est en train d'entrer brutalement de plein pied dans la guerre. C'est voilà ce que j'y ai observé avec des habitants qui, pour le coup, étaient déjà probablement
comme beaucoup de Russes, fatigués de la guerre, mais là d'un seul coup, sont en train de sombrer dans une profonde déprime. Oui, parce que question naïve, il n'y a évidemment pas de doute pour ces gens sur l'origine, sur les raisons de la situation. Est-ce que ça se transforme en discours concret, explicite sur le refus de la guerre ? C'est compliqué. Et évidemment, si vous posez la question, voudriez-vous que la guerre se termine demain ? Tout le monde vous répond oui. Mais la deuxième question, c'est de savoir à quelles conditions. Et en Crimée, on est quand même dans un environnement extrêmement pro-russe, parce qu'il a été façonné comme tel par les Russes. Parce que tous ceux qui étaient d'une façon ou d'une autre éventuellement pro-ukrainiens ont fui la région, parce que c'est aussi l'histoire des 2 derniers siècles de peuplement russe à marche forcée de la Crimée par Moscou. Donc toutes ces raisons-là font que on est quand même dans un environnement très pro-russe et quand même, je pense, encore dans l'état actuel des choses, relativement légitimiste. Mais il y a une profonde inquiétude et une profonde peur du lendemain qui se lit dans les regards des gens et qui est très claire aujourd'hui. Et à Moscou, on parlait de coupure également d'Internet. Alors là, manifestement choisi par le régime, mais qui suscitait des mécontentements importants de la part de la population, alors que Moscou, jusqu'ici, était épargné. Est-ce que c'est toujours le cas ? Qu'est-ce qui se passe, Sylvain Tronchet ? Alors, de ce point de vue-là, il est probable que les services de sécurité aient fini par lâcher un peu de lest. Il y avait eu un vrai agacement, mais parce que dans le même temps, d'autres problèmes sont apparus. C'est-à-dire que les drones ukrainiens maintenant sont aux portes de Moscou. Il y a eu des frappes très claires ces dernières semaines, notamment sur la raffinerie de Moscou, extrêmement spectaculaire, à 25 km au sud du Kremlin. Et il y a régulièrement des drones qui arrivent jusque dans la grande banlieue de Moscou. La pénurie de carburant est là. C'est-à-dire qu'elle est pas encore catastrophique, mais elle est là. Je connais un chauffeur de taxi, par exemple, dont les journées aujourd'hui commencent à 2h du matin pour aller d'abord trouver du carburant, trouver de l'essence, faire des heures de queue, et ensuite seulement sa journée de travail peut commencer. Donc on en est là. Il y a des régions russes, je voyais dans la région d'Oufa notamment, où la situation de pénurie est carrément catastrophique. Des gens font la queue parfois pendant 24 heures pour avoir du carburant, et puis on vit avec la guerre aussi. Malgré tout, à Moscou, les aéroports sont fermés à peu près toutes les nuits en raison des attaques de drones, et il y a un certain nombre de désagréments comme ça qui s'installent dans la vie des moscovites y compris. Ouais, avec une situation là aussi inédite décrite par le New York Times. Alors le New York Times cite par exemple la République du Bachkortostan, une région de 4 millions d'habitants sur la rivière Volga, où les sirènes ne retentissent pas pour apparemment ne pas effrayer la population, mais c'est une manœuvre qui peut être encore plus effrayante. Ouais, ça peut arriver dans certains coins. À Sébastopol, par exemple, en Crimée où j'étais, là, elles retentissent. On les entend 5, 6, 10 fois par jour. On entend la défense antiaérienne se mettre en route également. Et les habitants ont appris à vivre avec. C'est-à-dire qu'au fond, ça n'effraie plus personne parce qu'il y a cette espèce de certitude, en Crimée en tout cas, que les Ukrainiens ne visent pas les installations civiles et les civils directement, mais uniquement des infrastructures ou des installations militaires, ce qui... D'ailleurs, dans les faits, est réel, même si parfois certains drones, c'est arrivé par exemple à Moscou près de la raffinerie, peuvent rater leur cible et finir leur course dans un immeuble d'habitation. Donc, mais dans la région de Yaroslav, il y a eu aussi un enfant tué et trois adultes blessés. Il y a une région russe où il y a des morts civiles tous les jours, c'est la région de Belgorod, clairement. Et où là, en revanche, on n'est pas dans une logique où on épargne les civils. Clairement, j'ai eu l'occasion d'y aller encore relativement récemment. Il y a une ville qui s'appelle Chebekino, qui est très connue en Russie. Pas une très grande ville, mais parce qu'elle est à la frontière et pour des raisons historiques, elle est très connue. Et à Chebekino, les habitants vivent dans la hantise des drones parce qu'ils connaissent tous des gens qui ont été tués par des drones. Il y a des régions russes clairement où la guerre est une réalité absolue comparable à celle de l'Ukraine, même si à l'arrivée in fine le nombre de victimes civiles côté russe est infiniment moins important que côté ukrainien. Bon, mais c'est quand même une nouveauté, Paul Gogo, c'est la profondeur russe qui est frappée aujourd'hui. Oui, exactement, avec des situations parfois qui sont autant stratégiques que symboliques. On a vu par exemple la veille du début du Forum économique de Saint-Pétersbourg, des drones
tomber sur la périphérie toucher la périphérie de la ville. Donc, faut imaginer la veille de l'arrivée de Vladimir Poutine en ville, dans sa ville natale, se dit en passant, des drones qui touchent cette ville qui était censée être protégée, qui est située finalement assez loin de l'Ukraine. Donc ça, ce sont des choses que l'Ukraine est capable de faire, avec même un peu d'humour parfois en ligne, en disant, ben voilà, on a autorisé Vladimir Poutine à se rendre quelque part. Voilà, peut-être qu'on va viser la ville demain, peut-être pas. En fait, ils essayent comme ça d'avoir de mettre en place un contrôle psychologique presque sur le président russe. Et de ce qu'on comprend, Vladimir Poutine, ça fait partie des craintes personnelles de Vladimir Poutine aujourd'hui, notamment pour sa résidence de Valdaï, qui est en temps, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, pouvait héberger certains proches de sa famille, certains membres de sa famille. C'est une crainte du président russe que des drones puissent atteindre ce genre de lieu. Bon, alors de l'autre côté, le président américain, là aussi, le ton a changé. Il y avait donc la rencontre à Anchorage en août 2025 où Trump était conciliant avec Poutine. Et là, semble-t-il, à Évian, Elena Voloshin, discours changeant. Cette fois-ci, il était conciliant, mais avec Volodymyr Zelensky. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que ça signifie? Pas grand-chose, parce qu'on a souvent tendance à dire que Donald Trump écoute toujours la dernière personne qui lui parle, et cela m'apparaît au fil du temps et de cette guerre très vrai, parce qu'au final, Donald Trump, je pense, ne change pas d'avis fondamentalement sur le fait que les deux sont responsables de la guerre. Il le dit périodiquement, justement, entre deux rencontres entre Vladimir Poutine, ou échanges, puisqu'il n'a rencontré seulement Vladimir Poutine qu'en Alaska, mais entre deux échanges, de dire que ils se détestent, il faut qu'ils arrêtent de se battre, quoi, en gros. Donc Donald Trump, comme il ne comprenait rien à ce conflit, il ne comprend toujours rien. Il voit par contre les frappes. On le sait, profondément agacé par le fait que les frappes russes tuent des civils en Ukraine. Ça, il trouve que c'est pas OK. Ni de les plonger dans le froid glacial alors que c'est l'hiver, en frappant les infrastructures énergétiques. Et de ce point de vue, les frappes sur le sol russe par les Ukrainiens peuvent aussi participer à ce que Donald Trump dise non, mais les Ukrainiens, il faut qu'ils arrêtent de tuer des Russes. Donc en fait, comme il ne voit absolument pas qui est responsable de cette guerre et qui a agressé l'autre, je pense que là-dessus, il n'y a pas beaucoup d'espoir à ce que Donald Trump, tout d'un coup, voit clair dans cette guerre. Si au bout de 4 ans et quelques, il n'y voit toujours rien, ça risque pas d'arriver, je pense. Bon, mais c'est malgré tout compliqué pour lui, ne serait-ce que pour son image internationale, parce qu'on sent que le rapport de force a changé pour toutes les raisons qu'on évoquait, Paul Gogo. Il est en attente, cette fois-ci, de Donald Trump. Vladimir Poutine, alors qu'on pouvait avoir l'impression que c'était différent. Il a pâti, par exemple, de manière indirecte du conflit au Proche-Orient, parce que c'est devenu le conflit prioritaire pour Donald Trump, et donc l'Ukraine est passée au second plan. Oui, alors en fait, la position de la position de Vladimir Poutine sur Donald Trump, parfois, je pense que le président russe réfléchit juste à quel moment il va pouvoir utiliser le président américain. En gros, quand on revient à la rhétorique, une des rhétoriques principales de Vladimir Poutine sur ce conflit, il s'agit d'expliquer à sa population que lui-même n'y est strictement pour rien sur l'apparition de ce conflit, qu'il y a plusieurs facteurs, les néo-nazis ukrainiens, l'OTAN et donc en gros les Américains. Et donc lui, Vladimir Poutine peut tenir dans les temps à venir à illustrer, et Donald Trump a joué le jeu malgré lui parce qu'il ne comprend strictement rien à cette situation, illustrer le fait que les Américains soient responsables de tout ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Donc Vladimir Poutine, il n'a pas besoin de Donald Trump pour la suite. Il peut, lui, son seul objectif, c'est de parvenir à modeler l'état d'esprit de la population. Si Vladimir Poutine veut en cesser le feu à l'automne, il lui faut juste du temps pour que la population l'accepte, pour construire tout un schéma, une propagande qui fera accepter tout ça. Mais c'est là que Donald Trump peut réapparaître, et c'est peut-être pour ça cet appel du pied de Vladimir Poutine à Donald Trump ces derniers jours, parce que Donald Trump peut lui être utile pour rappeler comme symbole que lui, le Kremlin, Vladimir Poutine, n'y est strictement pour rien dans l'apparition de cette guerre, et donc il pourrait l'utiliser en faisant de sortes de fausses négociations, fausses discussions dans les temps à venir, et les deux s'entendraient soudainement, et soudainement on aurait un cessez-le-feu, et Donald Trump, lui, aurait une victoire, Vladimir Poutine aurait aussi un outil pour sa propagande. Qu'est-ce que vous en pensez, Sylvain Tronchet? Est-ce qu'il vous arrive d'en parler avec les Russes? Est-ce qu'ils peuvent en parler avec vous? Comment ça se passe?
C'est le tabou absolu. Hein. On est revenu à l'époque de l'URSS où on ne peut parler de ces choses-là que dans sa cuisine et encore avec des gens de confiance. Après, un certain nombre de Russes sont très habiles en cela, utilisent toutes sortes d'euphémismes pour vous malgré tout transmettre un certain nombre de pensées, de sentiments. Et puis malgré tout, peuvent vous dire aussi combien ils sont fatigués et désespérés de la situation, mais les choses sont souvent assez complexes, quoi. On peut recueillir que quelques bribes de témoignages individuels, rien qui permette de tirer des conclusions, quoi. Bon, mais enfin, c'est un conflit qui est aujourd'hui présenté comme étant le plus grand conflit depuis la Seconde Guerre mondiale. La Russie paye un prix élevé, l'Ukraine aussi bien sûr, dans cette guerre. Est-ce que ça suscite des commentaires, malgré donc évidemment toutes les difficultés que les Russes ont de s'exprimer, ou bien alors est-ce que Moscou demeure encore à l'écart de cette saignée ? Non, mais je pense que personne n'ignore en Russie aujourd'hui ce qui se passe, et même l'ampleur des pertes, même si ça peut être un peu flou dans l'esprit de certains, mais il n'échappe à aucun Russe aujourd'hui, même le moins informé d'entre eux, que ce conflit est un vaste carnage et qu'il est mauvais pour l'économie. On voit d'ailleurs aujourd'hui des responsables économiques russes tenir des propos assez clairs et même parfois brutaux. German Gref encore, hein, qui est pas n'importe qui, c'est le patron de Sberbank, qui est la première banque russe, encore hier a eu des propos extrêmement alarmistes sur la trajectoire de l'économie russe si les choses continuent en l'état, c'est-à-dire sous-entendu, décryptons-le, si la guerre devait se poursuivre. Et s'il tient ce genre de propos, peut-être c'est parce qu'il a le sentiment que cette guerre peut se poursuivre encore comme cela, encore relativement longtemps. On écoute un vétéran, Alexandre Lounine, qui a défié Poutine sur les réseaux sociaux. Vladimir Vladimirovitch, écoutez-moi bien. Invitez-moi chez vous. Les conséquences seront très graves. Si je ne me rends pas rapidement au Kremlin pour m'exprimer de vive voix, à vos côtés, l'armée retournera ses armes contre le Kremlin. Je ne fais que transmettre un message. Qu'est-ce que vous en pensez ? Beaucoup de choses. C'est un phénomène très intéressant, Monsieur Lounine. Déjà, il s'inscrit dans une grande tradition que Vladimir Poutine a instaurée lui-même, à savoir que les Russes lui envoient leurs doléances. Parce que depuis 2000, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, donc il y a cette émission télévisée fleuve qui s'appelle Ligne directe avec Vladimir Poutine, où il se présente comme le faiseur de solutions du pays. Le moindre problème, vous me le remontez, ce qui lui permet d'opérer un transfert de responsabilité pour tout ce qui ne va pas dans le pays vers les échelons inférieurs du régime. Donc M. Lounine s'inscrit dans cette tradition-là qui se retourne par cette adresse contre Vladimir Poutine et lui-même, je pense, marche dans les pas de Yevgeny Prigojine, l'ancien patron et mafieux et patron de la société militaire privée Wagner, qui, selon toute vraisemblance, a été abattu dans son avion par les Russes après qu'il a décidé de se rebeller et d'envoyer son armée de mercenaires sur Moscou pour destituer le chef d'état-major des armées, Valery Gerasimov, et le ministre de l'époque de la Défense, Sergueï Shoïgou. Et ça, Vladimir Poutine n'a pas du tout approuvé. Et avant cette marche complètement ahurissante sur Moscou, Yevgeny Prigojine envoyait des adresses comme ça, des vidéos disant Shoïgou, Gerasimov, où sont les armes ? Regardez, on a plein de cadavres sur le front, etc. Donc je pense que Alexandre Lounine, galvanisé par ceci et sans doute très 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 cramé par ce qu'il a vu sur la ligne de front, s'est dit que il allait soulever. Mais il y a quelques phénomènes comme ça. Il y a la Légion... je ne sais plus comment il s'appelle, mais il y a 2 bataillons de Russes qui combattent en Ukraine, qui disent qu'ils vont libérer la Russie. En fait, il y a quelques phénomènes parmi l'armée russe et parmi les soldats russes et les formations paramilitaires où les gens, en fait, tentent de lancer une rébellion. Et ça, c'est très intéressant. Sa vidéo a fait plus de 10 millions de vues en une semaine. Il a été arrêté, accusé d'extrémisme, c'était complètement attendu. Mais effectivement, je pense que dans son esprit, il s'est dit que il allait
les prendre. La question, elle est là, en fait. Est-ce que toutes ces armes, est-ce que tous ces gens qui sont tués par leur propre commandant parce qu'ils ne veulent pas partir à l'assaut, qui se font prendre leur solde par leur commandant parce qu'ils ne veulent pas partir à l'assaut, est-ce que tous ces gens, en fait, à un moment donné, sont capables de se rebeller ou pas et de se retourner contre le régime, y compris leurs officiers? Et c'est aujourd'hui, je pense, la crainte principale de Vladimir Poutine. Nous, correspondants en Russie, on a longtemps traité l'actualité des opposants libéraux au président russe. Le président Poutine a déployé énormément d'énergie pour se débarrasser de son opposition. Certains sont en exil, d'autres en prison, certains ont été assassinés. Les deux craintes au quotidien de Vladimir Poutine, à mon avis, c'est d'un côté sa population, l'humeur de sa population est surveillée en permanence, et de l'autre, ce genre de personnage nationaliste ou plus nationaliste que le Kremlin, qui vraiment, oui, c'est Prigojine, quoi, l'idée que la Russie pourrait être grande, mais elle ne l'est pas assez. Pourquoi on n'a pas rasé Kiev? Pourquoi on n'a pas tué Zelensky? Pourquoi on n'y va pas plus fort en Ukraine? Et ça, et puis pourquoi nos hommes sont traités de cette façon-là sur le front? Pourquoi ils sont sous-payés? Pourquoi des fois ils n'obtiennent pas l'argent qu'on leur a promis? Enfin, plein de choses comme ça. Et à mon avis, c'est ce qui fait le plus peur à Vladimir Poutine aujourd'hui. Il a évidemment pas du tout apprécié ce petit week-end lorsque Evgeny Prigojine faisait la route entre Rostov et Moscou, et que ça tournait vaguement au putsch. Et là, je pense que les gens qui protègent Vladimir Poutine et qui surveillent ce genre de mouvement d'humeur sont très très attentif à tout ce qui se passe. Et en plus, on peut pas juste le mettre en prison ou l'assassiner, ce personnage-là. On l'avait vu avec Evgeny Prigojine. Vladimir Poutine, quand ces gens sont soutenus, ils sont populaires, en fait. C'est ce genre de personnage nationaliste. Et donc, on l'avait vu avec Prigojine. Vladimir Poutine avait dû jouer le diplomate, le faux diplomate, pendant quelques semaines avant ce malencontreux accident d'avion qui était très clairement un assassinat. Mais on peut pas se débarrasser de ce personnage comme ça parce qu'ils sont populaires en Russie. Oui, c'est ce qui renforce l'idée, Elena Voloshin, d'un président Vladimir Poutine bunkérisé. Alors là, il y a toutes sortes de choses qui circulent. Libération évoquait une note du service fédéral de protection qui a, je cite, drastiquement renforcé la sécurité de Poutine, avec un entourage privé de transport en commun, de téléphone, des bunkers rénovés. Bon, j'imagine qu'on ne sait pas grand-chose là-dessus. Non, on en sait d'autant moins qu'il est bunkérisé, probablement. Voilà, on pourrait connaître la bunkérisation. Oui, exactement. Enfin, dans ce pays, de toute façon, les grands bouleversements proviennent de l'intérieur et proviennent du sommet. Donc Vladimir Poutine, je pense que sa crainte est vraiment réelle. On l'a senti extrêmement fébrile pendant cet épisode de Prigojine. Et c'est la première fois, je pense, que je l'ai vu aussi fébrile. Je pense qu'il a vraiment peur d'une révolution de palais, d'un coup d'État interne. C'est pour ça que la question de la population russe, si vous voulez, oui, c'est toujours intéressant de se demander que pensent les Russes, voilà, mais en fait, ils ne sont pas dans l'équation d'un potentiel changement de régime. Donc le danger pour Vladimir Poutine vient certainement de là. Ce qui pose la question, Paul Gogo, du siège du pouvoir russe, où est-il? Est-ce qu'il est entre les mains du FSB? Est-ce qu'il est entre les mains de Poutine, avec des oligarques qui seraient en quelque sorte ses portefeuilles? Qu'est-ce que l'on peut dire en matière de sociologie du pouvoir russe? Effectivement, la question éternelle de ce pouvoir construit par Vladimir Poutine. Oui, il y a ce côté homme fort, mais effectivement, derrière lui, il a le FSB, qui sont les gens qui l'ont mis au pouvoir dans les années 90-2000. Il a effectivement des oligarques. Alors avec en fait, en gros, il y a à peu près deux types d'élites autour de Vladimir Poutine. Vous avez celle qui est ultra fidèle, qui est souvent une élite Siloviki, donc les forces de sécurité, notamment le FSB, le FSO, qui sont les services de sécurité rapprochés, et dont Vladimir Poutine est en train de grossir les rangs, justement dans le contexte de ce dont vous parliez, toutes les craintes du président russe. Il y a aussi une certaine élite économique qui va le soutenir jusqu'au bout. Et puis, il y a de l'élite économique qui est son élite économique. Oui. Mais alors, il y a aussi l'autre élite économique qui, elle, va avoir un regard, on en parlait aussi, c'est un peu ressorti pendant le Forum économique de Saint-Pétersbourg, qui, elle, va être plutôt critique, qui, elle, ne voulait pas de la guerre. D'ailleurs, il y avait très peu de gens, je crois, qui voulaient bien de cette guerre en 2022. Et cette élite-là, on voit parfois certaines frustrations, certains agacements, et elle peut concerner aussi une certaine élite politique. Et donc, il y a, à mon avis, ces deux élites-là qui travaillent ensemble, mais celle qui contrôle l'ensemble pour l'instant, c'est bien celle fidèle à Vladimir Poutine. Un mot de conclusion, Sylvain Tronchet? Pour
Pour rebondir sur ce que disaient Paul et Elena, on voit effectivement, on a des signes malgré tout qui viennent corroborer à la fois cette paranoïa du pouvoir, à la fois le fait qu'il surveille comme le lait sur le feu les milieux les plus radicaux, les plus nationalistes. On voit que Vladimir Poutine ne voyage plus dans le pays, par exemple, ou très très peu. Il quitte quasiment pas la diagonale Moscou-Saint-Pétersbourg, passant éventuellement par Valdai. On a vu que lors de ces rares déplacements à l'étranger dans des pays amis ultra sécurisés, son escorte avait été renforcée, que de nouveaux véhicules quasi militaires étaient apparus dans son escorte, même pour un simple entre guillemets déplacement au Kazakhstan. On a vu aussi la pression se resserrer autour des Z-blogueurs, ce qu'on appelle les correspondants de guerre, les plus radicaux, ceux qui prône des solutions encore plus radicales à l'égard de l'Ukraine, parce que le pouvoir russe en a clairement peur, bien plus que des libéraux, de la société civile qui en tant que telle n'existe plus. Merci beaucoup Sylvain Tronchet, bonne journée à Moscou. Elena Voloshin, Propagande, l'arme de guerre de Vladimir Poutine, votre livre publié aux éditions Autrement. Paul Gauguot, Moscou Parano, la Russie de Poutine mise à nu, c'est aux éditions du Rocher. Dans quelques instants, Saltiel Como et le 8h45 d'Anne-Laure Chouin.